Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette troisième conférence ce matin dans la salle Hydro-Québec. Alors, dans les petites instructions, avant de vous présenter Madame Caroline Dufour-Larrivée, vous mentionnez qu'il y aura une période de questions de 10 minutes à la fin et qu'on vous invitera à aller au micro. Je veux remercier aussi les commanditaires sans qui cet événement-là ne serait pas possible. Et également, si vous appréciez votre journée, de faire un don pour que l'événement revienne les prochaines années. Alors, avant que vous ne quittiez, il y a quelqu'un qui va entrer avec la boîte à sous. Et si on arrive à amasser suffisamment de sous, on pourra peut-être penser l'an prochain à faire 2 jours de la fête des semences. Alors, Madame Caroline Dufour-Larrivée est agronome et biologiste, et comme la meilleure personne pour se présenter, c'est elle-même, je vous laisse au bon soin de Madame Dufour-Larrivée. Bonjour tout le monde, bon après-midi. Merci beaucoup d'être là pour la conférence sur les forêts nourricières, ça fait plaisir. Je pense aussi que ça va être une bonne conférence pour ouvrir le bal avec ce qui s'en vient cet après-midi, comme celle tout de suite après sur l'agriculture urbaine végétalienne, sur les villes nourricières, ou celle sur les polycultures et synergies. Donc vous allez voir que tout ça est pas mal lié. J'espère que ça va bien vous inspirer. Alors, oui, je me présente, Caroline Dufour-Larrivée, je suis agronome et biologiste. Je suis consultante dans le domaine de la gestion écologique des sols, de l'agroforesterie, des forêts nourricières, au sein de l'entreprise Terracine. Et aussi, j'ai cofondé, avec d'autres personnes passionnées de forêts nourricières, un organisme citoyen qui s'appelle Au coin de ma rue, une forêt qui nourrit. Ce groupe-là est voué à la promotion des forêts nourricières collectives et au soutien aux citoyens dans ce domaine-là. Si vous voulez en savoir plus, les deux ont un kiosque en bas. Peut-être que vous les avez vus, mais vous pourriez aller chercher d'autres informations là, après la conférence. Là, j'aimerais faire un tour d'horizon chez vous. Qui connaissez les forêts nourricières? L'idée prend vraiment son chemin, c'est le fun. Donc, pour ceux qui connaissaient déjà, j'espère que je vais pouvoir vous apporter d'autres informations utiles pour vos projets ou vos futurs projets. Pour les autres pour qui le concept c'est nouveau, faites-vous en pas, je vais quand même bien le résumer aujourd'hui. Mais si vous voulez en savoir plus sur, par exemple, les espèces comestibles qu'on peut avoir dans ces aménagements-là ou sur des projets citoyens qui ont démarré, vous pouvez aller voir, entre autres, le kiosque en bas au coin de ma rue, une forêt qui nourrit. Ou sinon, je vous invite, sur YouTube, il y a la conférence que j'ai donnée l'année dernière sur les forêts nourricières qui apportait vraiment beaucoup de descriptions. Parce que, bon, aujourd'hui, dans le cadre de l'année internationale des légumineuses, la présentation va vraiment focusser là-dessus, donc sur l'usage des légumineuses et autres plantes fixatrices d'azote dans les forêts nourricières. Voilà, bon. La présentation va se faire en 3 parties. Donc, d'abord, on va revoir qu'est-ce que c'est une forêt nourricière. Ensuite, on va voir c'est quoi les espèces fixatrices d'azote qui peuvent la composer. Puis finalement, on va voir comment on peut réellement bénéficier de ces plantes fixatrices-là dans nos aménagements pour que ça profite aux autres plantes autour. Donc, on commence. Qu'est-ce qu'une forêt nourricière? Mais d'abord, moi, je vous parle d'agroforesterie. Parce que c'est une science qui est encore très peu connue, mais c'est une science qui est vraiment liée au concept des forêts nourricières. Puis agroforesterie, c'est pour agro-agriculture, et foresterie, c'est l'idée de mettre ces 2 mondes-là ensemble.
Au Québec, on a une définition pour expliquer ce système-là. L'agroforesterie, c'est un système intégré qui repose sur l'association intentionnelle d'arbres et d'arbustes avec des cultures ou des animaux. Puis leur intégration ensemble va avoir plus de bénéfices économiques, environnementaux ou sociaux. Puis il y a différentes façons de faire l'association entre les plantes, les arbustes avec les cultures ou les animaux. On appelle ça des systèmes agroforestiers. Puis il peut en avoir des très simples, comme ici en haut, où on a des rangées d'arbres dans un champ à grande culture. On appelle ça des systèmes intercalaires agroforestières. Il peut avoir des pré-vergers, comme ici, on est dans un verger, puis l'herbe au sol est un pâturage pour les animaux. Il y a ici des systèmes avec des chênes où les cochons profitent du pré en dessous, mais consomment aussi les glands des chênes et transforment évidemment ça en bonne chair qui a une bonne valeur sur les marchés justement pour ce type de cochon-là. Donc c'est un autre type d'association. Puis un autre exemple ici, cultivé en forêt finalement, où là c'est des plantes médicinales qui profitent de l'ombrage des grands arbres, donc on les cultive en forêt en dessous des arbres. Et finalement, si on arrive aux forêts nourricières, ici une photo qui décrit quand même bien, on voit que c'est encore un système agroforestier, mais là, on a vraiment une plus grande diversité en termes d'espèces, en termes de nombre. Donc, c'est un système agroforestier beaucoup plus complexe. Donc, la forêt nourricière, ça va être un système agroforestier qui va s'inspirer justement des forêts naturelles. Mais ça ne sera pas des aménagements totalement sauvages, parce qu'on va choisir les espèces pour qu'ils soient utiles. Donc, on va vouloir des espèces comestibles, comme des arbres à fruits, des arbres à noix, des petits fruits. Puis, on va avoir aussi d'autres espèces qui vont être utiles, comme pour apporter de la fertilité, pour attirer les pollinisateurs, pour éloigner des ravageurs. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un écosystème qui va être productif, qui va être autonome et auto-fertile. On va aussi utiliser des vivaces, donc évidemment les arbres, les arbustes, mais aussi des herbacées vivaces comestibles, pour avoir un aménagement qui va être permanent, qui va demander beaucoup moins de temps et d'investissement au fil des années. Et aussi, en étant permanent, il va avoir un plus grand impact sur son milieu, sur l'environnement, sur la santé du sol, même aussi sur le paysage, puis finalement l'expérience que nous, on va avoir en tant qu'humains dans ces aménagements-là. Le mot forêt nourricière, c'est une appellation qui est très populaire ici au Québec et surtout dans le domaine de la permaculture. Par contre, si vous vous intéressez au sujet, vous allez voir que ça peut avoir différents noms. Donc, on voit aussi jardin-forêt, agro-forêt, jardin multi-étagé ou jardin de permaculture multi-étagé, verger potager forestier, potager forestier. Donc, c'est vraiment différentes appellations qui disent à peu près toutes la même chose. En anglais, on a les appellations Food Forest ou Forest Garden ou Edible Forest Garden. C'est des aménagements, leur origine vient des pays tropicaux. Donc, les gens dans les pays tropicaux ont ça traditionnellement. Dans leurs petites cours, ils ont des aménagements très denses, diversifiés, multi-étagés, qui permettent à ces gens-là d'avoir toute leur autonomie alimentaire ou médicinale. Donc là, c'est comme la version adaptée au climat tempéré. Puis évidemment, mais ça peut être adapté à n'importe quelle surface. Là, on peut vraiment faire des petits aménagements sur des grandes surfaces, puis on peut l'étendre pour avoir carrément quelque chose qui ressemblerait à un boisé aussi, si on veut. Alors, le principe repose sur les multistrates. Donc,
justement, c'est entre autres ça qui s'inspire des forêts naturelles. Donc, on va essayer d'aller occuper toutes les strates végétales qui sont possibles avec nos végétaux qu'on veut. Donc, on va avoir les grands arbres qui vont faire la canopée, qui vont être des grands arbres fruitiers ou des arbres à noix. On va voir, ça peut être aussi des arbres fixateurs d'azote. Il va y avoir des plus petits arbres, des arbustes, les petits fruits, puis il va y avoir toute la strate herbacée qui comprend aussi les plantes couvre-sol. Puis, on peut avoir aussi des plantes grimpantes. On peut même se servir des grands arbres comme tuteur pour ces plantes-là. Donc, vigne, kiwi. Puis, évidemment, bien, à ça, on peut rajouter d'autres strates comme la culture des champignons, la strate mycélienne, des ruches pour la strate aérienne. Puis même, on peut ajouter un milieu aquatique, un petit bassin pour avoir ce milieu-là aussi. Il y a des plantes aquatiques et de milieux humides qui sont vraiment intéressantes. Puis ça apporte aussi beaucoup de diversité dans l'aménagement et dans le milieu. Mais évidemment, bien, ça peut être utilisé sur des petits terrains, comme je l'ai dit, entre autres pour le verdissement urbain. Donc, pourquoi pas en profiter pour faire un verdissement urbain qui va avoir un impact évidemment sur la qualité de l'air, les îlots de chaleur, les eaux de ruissellement, mais que ces verdissements-là pourraient aussi produire des comestibles, évidemment. Puis, ben, c'est aussi des beaux projets, une belle occasion de faire des projets collectifs. Donc, il existe au Québec et même ailleurs dans le monde beaucoup de projets de forêts nourricières collectives. Donc, des parcelles gérées en commun par différents citoyens. Donc, c'est une belle occasion, entre autres, pour verdir des îlots de verdure qui ne sont pas utilisés dans vos quartiers ou d'autres espaces comme ça. Puis, ben, j'en ai glissé un petit peu un mot. Les forêts nourricières, c'est vraiment un aménagement typique qui est mis de l'avant dans le monde de la permaculture. Donc, je ne rentre pas aujourd'hui dans le détail qu'est-ce que c'est la permaculture, s'il y en a qui n'ont pas encore entendu parler de ça. Mais bon, vraiment, la forêt nourricière, c'est un exemple concret où on peut appliquer les principes de la permaculture qui sont enseignés, qui sont essentiellement des principes qui nous aident à imiter la nature dans nos aménagements ou dans nos projets. Et puis, ben, ça cadre parfaitement avec les 3 règles d'éthique qui sont promues dans la permaculture, qui sont vraiment d'avoir des projets qui permettent de prendre soin à la fois de l'humain, de les gens, mais aussi de la terre, des animaux, de l'écosystème, de l'environnement. Puis tout ça dans le but aussi de partager et de faire profiter. Donc, partager autant avec les humains qu'avec la faune aussi. Maintenant, les fixateurs d'azote. Donc, comme je l'ai dit, dans les forêts nourricières, il va y avoir des végétaux comestibles, mais il va y avoir aussi d'autres espèces utiles, dont celles pour apporter de la fertilité. Puis pour ça, pour apporter de la fertilité, ben, les légumineuses ou les plantes fixatrices d'azote, ben, c'est une sorte de plante qu'on va utiliser pour ça. C'est quoi une plante fixatrice d'azote? Alors, c'est une plante qui a la capacité d'aller chercher son azote qu'elle a besoin dans l'air. Donc, dans l'air qu'on respire, c'est constitué de 78% d'azote. Donc, ces plantes-là, ils ont la capacité d'aller chercher cet azote-là. On n'a pas besoin de leur en apporter d'une autre façon. Ils sont autonomes. Et comment ça marche? Bien, c'est qu'en fait, les plantes fixatrices d'azote, ils font une association au niveau de leurs racines avec un organisme qui, lui, est capable de capter l'azote de l'air. Donc, c'est une association symbiotique. L'organisme qui vient dans la racine va capter de l'azote, va le donner à la plante, et en échange, la plante va nourrir cet organisme-là en lui donnant du carbone, donc des sucres. Donc, c'est vraiment une symbiose. Les deux, ils s'entraident. Puis, il y a 2 types d'associations.
il y a les associations avec une bactérie qui s'appelle Rhizobium. Puis ça concerne toutes les légumineuses ou les fabacées, c'est la même chose, donc toute cette grande famille-là de plantes. Et il y a un autre type d'association que je mets les Frankia, où là, c'est pas une bactérie, c'est une actinomycète, qui c'est comme une espèce de bactérie, mais avec des longs filaments, un peu comme un champignon. Donc, dans ce cas-là, c'est Frankia. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs familles de plantes qui sont concernées. Dans les deux cas, ce qui en résulte, c'est des nodules au niveau de la racine, mais ça va avoir des apparences différentes. Et voilà comment ça marche, cette association-là. Donc, pour les légumineuses, avec Rhizobium, c'est que la bactérie, elle va être dans le sol. Quand la bactérie et la radicelle ou le poil absorbant de la racine va se rencontrer, la bactérie va se coller. La radicelle, elle va se recourber pour enrouler le rhizobium. Le rhizobium va se multiplier, va se développer, se multiplier dans la racine et éventuellement, ben, il va y avoir le nodule qui va être créé. Dans le cas du Frankia, là, c'est l'if du Frankia qui va arriver proche de la racine, puis là, le poil absorbant va s'enrouler autour. Il va avoir, ici c'est dans la racine, il va avoir un renflement qui va se créer et le nodule va apparaître à côté. Donc, si on veut s'assurer que notre plante fixatrice d'azote, elle fixe vraiment l'azote, bien justement, on va aller voir au niveau de ses racines si les nodules sont là. Puis même, chez les légumineuses, l'intérieur du nodule va être rosé ou rouge. Puis ça veut dire que le nodule il est fonctionnel, que la fixation se fait. Donc, si on n'a pas ça, si on n'a pas de nodule, ou si les nodules ne sont pas actifs, ils sont blancs, bien, ça veut dire que la symbiose, elle ne s'est pas faite et la plante ne réussit pas à fixer l'azote. Donc là, ça va devenir une plante qui va avoir besoin d'azote comme n'importe quelle autre plante. On va y revenir plus tard. Donc, des espèces qu'on trouve dans chacune des catégories. Donc, pour les légumineuses, si on va par ordre de grandeur, si on veut, bien, il y a toutes les légumineuses que vous connaissez, que vous mangez, les pois, haricots, lentilles, fèves. Les trèfles, la luzerne, la lupuline, la vesque, le mélilot, le lupin, qui est une plante ornementale que vous êtes habitués, et il y a une espèce qui est même comestible. L'astragale, qui est une plante médicinale. Caragana, un arbuste beaucoup utilisé en ornemental. La piosse, on va le voir plus loin. Amorpha indigo, Robinier acacia et Févier d'Amérique. Févier d'Amérique, je mets un point d'interrogation parce qu'en fait, les études sont contradictoires. Il y en a qui disent que oui, le Févier d'Amérique, comme toutes les autres légumineuses, fixe l'azote, et il y en a d'autres qui disent non, non, on n'a jamais vu que ça fonctionnait vraiment. Donc, bon, il y a des systèmes où le Févier d'Amérique est utilisé et ça semble quand même bien fonctionner. Chez les Frankia, là, on a différentes familles. Donc, d'abord, dans la famille des Bétulacées, on a les aunes, aunes rugueux, aunes crispées, entre autres, justement qu'on les connaît beaucoup comme plantes pionnières. Le bouleau, encore là, je mets un point d'interrogation. Il y a des études aussi contradictoires là, par rapport à ça. Ensuite, il y a la famille des méricacées, où on retrouve le méric baumier ou la comptonie voyageuse. Il y a les éricacées. Les éricacées, ça, c'est toutes les plantes acidophiles, comme le bleuet, rhododendron, thé du Labrador. Les éliacnacées, Eliacnus. Là, on a, entre autres, l'arbousier, olivier de Bohême, les chalefs ou chéferdi. Puis finalement, les rosacées, qui là, ça c'est vraiment une grande famille. Là, bon, on a évidemment les rosiers, glantiers dans ça, des ronces, mais aussi dans les arbres, les sorbiers à mélancher, donc qui contient vraiment beaucoup d'espèces. Si on regarde par strate, justement là, pour la conception des forêts nourricières.
Donc, si on commence avec la strate arborée qui va faire la canopée, bien, on a quelques grands arbres, comme le févier d'Amérique, justement, qui est indigène. On voit vraiment là, les gousses puis le feuillage typique des légumineuses. Le robinier faux acacia, qui, lui, produit vraiment beaucoup. Il va y avoir aussi une très belle floraison qui va attirer les pollinisateurs, qui peut aussi constituer un fourrage aussi pour les animaux. Puis un autre grand arbre fixateur d'azote, l'aulne noire. Donc si on a vraiment si on a de l'espace dans ce cas-là. Pour la strate arborée basse, ben, on a l'arbre-goussier. Donc, et oui, là, on va pouvoir avoir une production vraiment de fruits super intéressants. Et c'est aussi une plante fixatrice d'azote. L'aulne crispée qui s'adapte bien aussi au milieu sec, contrairement à l'aulne rugueux, puis qui peut être très bien pour préparer un terrain. Amorpha faux indigo, qui a aussi un bel effet ornemental, évidemment. Le caragana de Sibérie. Donc, caragana, il y en a vraiment plusieurs espèces. Caragana de Sibérie, ça serait pas mal le plus gros là, qu'on peut avoir aussi dans notre climat. Puis, l'olivier de Bohême. Donc, l'olivier de Bohême, il produit des petits fruits aussi qui sont comestibles. Par contre, au Québec, des fois, il ne fait pas assez chaud assez longtemps pour qu'il réussisse vraiment à être à point, là, à mûr à la fin de la saison. Mais quand même, c'est aussi un très bel arbre. La strate arbustive, bien, on a l'échalef qui, en fait, qui est dans la même famille des oliviers de Bohême, mais qui sont vraiment plus au niveau de l'arbuste. Donc, le chalef argenté, lui, est vraiment plus adapté à notre climat. Sinon, il y a le chalef d'automne ou olivier d'automne, que le fruit est vraiment intéressant, mais des fois, des zones 5, là, ça peut être un petit peu limite. Méric baumier, si vous avez un plan d'eau, justement, ça va être une plante idéale à mettre là. Méric baumier, qu'on appelle aussi l'arbre senteur, donc qui est utilisé comme aromate, entre autres. Chefferdi du Canada, qui est une plante indigène, qui est utilisée, qui est récoltée, entre autres, beaucoup chez les Autochtones. Donc, qui n'est pas nécessairement super bonne à manger comme ça, mais en transformation ou ajoutée dans d'autres gelées ou d'autres produits, ça fait super bien. Et là, on a le caragana argenté, qui est une autre sorte de caragana, mais beaucoup plus petit. Ouais. Puis, ben, même au niveau des vignes, on peut avoir des fixateurs d'azote. Mais d'abord, la piosse. Donc, la piosse qui s'appelle aussi patate en chapelet, qui est une plante aussi indigène, cultivée par les Autochtones d'ici. Donc, c'est une légumineuse fixatrice d'azote. C'est tubercules qui sont comestibles. Donc, ça fait vraiment comme des petites patates, là. Puis, le reste de la plante, ben, il est grimpant, il est quand même assez haut. Puis, ça fait aussi des très belles fleurs, donc il y a un bel aspect ornemental. Ça va être une bonne plante aussi à utiliser si vous avez des endroits plus humides dans votre terrain. Puis, ben, c'est quasiment tiré par les cheveux, là, mais la vesque jargeau, dans le sens que, oui, ça se comporte comme une vigne, ça a des vrilles, ça s'attache après tout, mais ça ne vient pas tellement haut. Mais par contre, ça peut vraiment apporter vraiment beaucoup d'azote dans un aménagement pour bien le préparer, ou c'est quand même assez agressif. Si on ne veut pas qu'il y ait d'autres mauvaises herbes qui poussent, ben, ça peut être une bonne plante pour ça. La strate herbacée haute. Alors là, on a entre autres le Baptisia, qui est une espèce de grande plante, quasiment un arbuste, qu'on voit beaucoup dans les plates-bandes. C'est assez commun. L'astragale du Canada, qui est une plante médicinale, entre autres, pour stimuler le système immunitaire ou les mâles de gorge, c'est très bon pour ça. Et le lupin. Le lupin, très facile, ça se sème tout seul. Puis
le lupin blanc, ou même le lupin blanc doux, si vous pouvez tomber sur cette variété-là, là, vraiment, les bois qui sont dans les gousses sont comestibles. En Europe, c'est assez populaire, c'est vraiment commercialisé. C'est pas une curiosité non plus. Pour la strate herbacée basse, ben là, on a nos petites plantes herbacées qu'on connaît, luzerne, mélilo blanc. Mélilo, très bon. On peut faire des boissons avec ça, aromatiser aussi des plats, des desserts. C'est un goût très parfumé. Trèfle rouge, trèfle blanc, évidemment. Puis, bien évidemment, toutes les légumineuses que vous consommez dans vos assiettes, bien, si vous avez un endroit ensoleillé ou si votre forêt nourricière est jeune, ça va être aussi le bon moment pour les utiliser. Donc, ces plantes-là, évidemment, demandent beaucoup de soleil. Puis des fois, à la maturité, dans notre forêt nourricière, on voit bien qu'on a plus d'ombre au sol. Et ces plantes-là vont être vraiment bien pour utiliser en début de projet pour préparer le sol, en attendant que nos autres espèces, on les implante ou qu'ils grossissent. Maintenant, comment en bénéficier? Donc, je l'ai dit plus tôt, premièrement, les plantes fixatrices d'azote, ils doivent faire leur symbiose au niveau de la racine pour qu'ils soient capables de fixer l'azote. Donc, premièrement, comment on peut s'assurer que ça se fasse réellement? Puis aussi, une plante fixatrice d'azote, finalement, elle va faire ça pour ses propres besoins. Elle va faire ça pour elle-même. Donc, comment on peut utiliser quand même ce potentiel-là pour que ça serve à d'autres espèces autour, nos autres plantes comestibles qui vont être autour. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Mais d'abord, il faut porter une grande attention à la vie du sol. Et dans ça, pour différents paramètres. Puis, d'abord, on veut avoir nos espèces qui nous intéressent. Donc, les espèces de rhizobium, les espèces de franchia. Donc, si on a un sol en santé avec une grande activité microbiologique, on a vraiment plus de chances de retrouver nos organismes qu'on a besoin dans ce sol-là. Puis, des rhizobiums puis des franchias, il y en a vraiment beaucoup d'espèces. Dans le fond, il y en a une espèce pour chaque espèce de plante. Comme exemple, chaque espèce de légumineuse a sa propre espèce de rhizobium qui lui est propre. Donc, c'est vraiment plus qu'on va avoir un sol en santé avec une grande activité microbienne, plus qu'on va s'assurer d'avoir l'espèce qu'on veut dedans. Parce que là, il faut vraiment que la plante et son bon organisme puissent se rencontrer. Ensuite, vient les mycorhizes. Je ne fais pas un cours là, sur les mycorhizes, mais mycorhize, d'abord, c'est une association symbiotique entre un champignon mycorhizien et une racine d'une plante. Donc, le mycorhize vient comme étendre le réseau racinaire de la plante, lui apporte de l'eau, des éléments nutritifs, puis en échange, la plante le nourrit avec son carbone et ses sucres. Donc, on a besoin de ça. Les mycorhizes, eux, font les liens entre les plantes. Ils permettent aux plantes de communiquer entre elles, puis ils permettent les échanges des éléments nutritifs entre elles. Puis, spécialement, les mycorhizes aiment vraiment les légumineuses et les plantes fixatrices d'azote. Donc, c'est vraiment un autre outil clé pour pouvoir profiter de ça. Puis encore là, si on a un sol en santé avec une bonne vie microbiologique, on a plus de chances qu'on retrouve les mycorhizes dedans et que les mycorhizes aient la capacité de s'y développer. Si jamais vous voyez que votre sol, finalement, il n'est pas tant diversifié ou que vous n'avez pas les espèces que vous espérez avoir, que les nodules ne se font pas, que les mycorhizes, vous ne les voyez pas, il y a moyen d'inoculer le sol. Là, ça peut se faire de différentes façons. Vous pourriez aller sur un terrain où votre plante d'intérêt pousse depuis un bout de temps. Un terrain où la plante semble en santé aussi, vigoureuse,
il n'y a pas eu d'application de pesticides ou d'engrais chimiques qui affectent vraiment la vie de ces organismes-là. Donc, vous pourriez prendre une poignée de ce sol-là, puis l'utiliser pour inoculer soit le sol où vous allez cultiver, ou même votre tas de compost que vous allez utiliser plus tard, ou même votre thé de compost, si vous voulez comme multiplier tout ça pour une application liquide. Il existe aussi des inoculums commerciaux qui peuvent être achetés, comme c'est sous différentes formes. Ça, c'est de la tourbe inoculée. Il peut y avoir aussi des semences inoculées. Il peut y avoir des granules. Donc ça, il y en existe, entre autres, pour chaque type de légumineuse. Il existe aussi des inoculums commerciaux pour les mycorhizes, que probablement vous connaissez. Puis, sans rentrer dans les détails, bien, on peut aussi faire des préparations concentrées, si on veut, avec l'utilisation de la technique du thé de compost. Il y a Stéphane Groslo qui va en parler un petit peu après dans sa présentation. Puis, bien, finalement, il faut vraiment avoir des bonnes pratiques de gestion des sols si on veut justement avoir toutes les conditions nécessaires pour que ça fonctionne. Donc, on veut vraiment favoriser une bonne structure de sol où l'eau, l'air, les racines, les micro-organismes peuvent circuler facilement. Donc, on évite de faire de la compaction, on évite l'accumulation d'eau, le sol à nu, les labours, les pesticides, les engrais chimiques, on évite tout ça. Puis, on va vraiment favoriser un couvert végétal en permanence, une diversité de plantes, puis des apports en matière organique. Et aussi, éviter d'apporter trop d'azote. Donc, trop d'azote facilement disponible, comme c'est le cas avec les engrais chimiques, mais aussi avec un compost pas mature ou avec du fumier. Donc, s'il y a trop d'azote dans le sol, les organismes deviennent paresseux. C'est comme si on leur disait, bon, on n'a plus besoin de toi, on peut passer tout droit. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut travailler avec la vie du sol. Et, bon, une autre étape importante, c'est la préparation du sol. Donc, vraiment un gage de succès pour l'implantation de vos forêts nourricières, c'est une bonne étape de préparation du sol. Donc, c'est vraiment une bonne idée, avant de penser à la plantation, de faire un semis de légumineuses. Puis ça peut constituer justement votre strate herbacée basse. Donc, puis dans le semis de légumineuses, vous pouvez avoir vraiment une diversité d'espèces. Là, c'est encore là la clé. Donc, les légumineuses vont venir apporter beaucoup d'azote dans le milieu, puis ils vont aussi avoir d'autres impacts là, sur la qualité du sol. Aussi, si vous pensez préparer ou améliorer votre sol avec la technique du bois raméal fragmenté, bien là, c'est une bonne idée de venir semer des légumineuses par-dessus ou même de venir en semer l'année d'après, avant de penser à planter les végétaux qui sont exigeants, qui sont comestibles. Parce que, bon, la décomposition du bois, ça demande de l'azote. Donc, les légumineuses vont venir apporter probablement cet azote-là, ils vont favoriser la décomposition. Puis en plus, elles-mêmes ne vont pas être touchées par ce manque d'azote-là, l'azote qui est mobilisé pour la décomposition. Puis, il y a la quantité de fixateurs à mettre comparativement aux plantes productives ou comestibles qu'on veut. On peut utiliser la règle du pouce, là, qui est le ratio 3:1, ou pour une plante productive, une plante exigeante comme des grands arbres fruitiers, des arbres à noix. Là, on pourrait mettre 3 fixateurs d'azote pour un pommier, par exemple. Puis pour des plantes moins exigeantes, comme des herbacées, des arbustes ou des petits arbres fruitiers indigènes même, on pourrait y aller avec le ratio 1:1. Vous pouvez utiliser un peu la technique de prendre la surface de l'envergure de l'arbre en fonction du ratio que vous voulez pour vous aider à définir ça va être quoi finalement la surface de fixateur d'azote que vous avez besoin. Puis on peut aussi se dire qu'il vaut mieux d'en mettre plus que pas assez. Ici, je donne un petit exemple qui est le schéma des fermes miracles de Stéphane Sobkowiak. Donc lui, il travaille en trio. Donc lui, c'est pour
il y a toujours un fixateur d'azote, dans son cas, le février d'Amérique, pour 2 arbres fruitiers. Et ça semble très bien fonctionner. Et finalement, bien, il y a le paillage, ou le chop and drop, donc de couper et laisser sur place, ou de laisser au pied d'une plante qui en a besoin. Donc, les plantes fixatrices d'azote, ils accumulent vraiment plus d'azote dans leur tissu que les autres végétaux. Donc, une bonne façon de venir récupérer cet azote-là puis de le réutiliser, qui redevienne disponible pour les autres plantes, c'est vraiment couper les branches ou les herbes et les laisser sur place. Ou même de la même façon, à l'automne, quand les feuilles de nos fixateurs d'azote tombent au sol, on les laisse là. Puis là, c'est vraiment les micro-organismes qui vont se charger de remettre cet azote-là en recirculation pour aller faire la nutrition des autres plantes. Aussi, de couper et d'entretenir, c'est une bonne façon de contrôler les fixateurs d'azote. Parce qu'on s'entend, c'est des plantes qui ont un bon avantage sur les autres et c'est souvent des plantes qui vont être assez envahissantes. Donc, le contrôle comme ça va permettre de les contrôler. Puis, aussi une autre façon de contrôler ces plantes-là, ça peut servir de fourrage pour les animaux, donc c'est très riche en protéines. Sinon, ça peut vraiment être une biomasse que vous pouvez utiliser pour vos composts ou pour d'autres applications. Et finalement, quand ces plantes-là aussi se multiplient, vous pouvez les utiliser pour agrandir votre forêt nourricière ou pour les donner à d'autres mondes qui voudraient partir aussi leur forêt nourricière et aider tout le monde. Donc, c'est une autre façon de les contrôler. Alors, je vous souhaite bon succès avec vos forêts nourricières. 35 minutes, c'est vraiment pas assez long pour couvrir tout ça. Si vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez me contacter. Et si vous avez d'autres questions, il y a aussi les kiosques en bas pour vous aider. Merci.